J'espère que vous allez bien et que la vie est belle en confinement, que vous avez plein de lectures, pas, etc. Donc voilà, ce soir on va parler un petit peu de genre dans la littérature. Alors, en fait, pour commencer, j'avais envie de parler de La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre que j'ai lu il y a vraiment très longtemps et que j'ai pas chez moi. Mais je pense que c'est le premier livre que j'ai lu qui abordait en fait le sujet de l'homosexualité en général. Et Stefan Zweig, c'est vraiment un auteur qui a la capacité de décrire l'ambiguïté des sentiments, comment ils se mettent en place, etc. avec vraiment beaucoup de finesse et d'émotion. Donc c'est un roman que j'ai adoré, que j'ai pas lu depuis longtemps, que je relirai bien. Et j'ai lu récemment Call Me By Your Name. Je sais pas si vous avez vu le film du même titre. C'est vraiment un très très beau film qui a été ajouté d'ailleurs au catalogue Netflix, donc si jamais ça vous tente, je vous le conseille. Et le roman est très beau. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui tombe amoureux d'un étudiant qui vient pour les vacances en Italie faire des recherches. Et c'est l'histoire vraiment entre ces deux hommes, de la rencontre et du désir, du rejet du désir, de la montée du désir aussi. Et c'est vraiment très très beau. Vraiment vraiment très très beau, donc je vous le conseille aussi. Call Me By Your Name, voilà. Donc après, Action Netflix, exactement, voilà, vous avez en plus un petit conseil de film pour le confinement, donc franchement, que demande le peuple. Et le film est vraiment génial, d'ailleurs il a eu le prix de la meilleure adaptation. Et c'est quand même rare de trouver des adaptations de qualité, et là c'est vraiment le cas. Ensuite j'avais envie un petit peu de parler d'un récit autobiographique, Fairyland, donc je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment un très très beau récit. En fait, c'est Alicia Abbott qui est journaliste et qui parle de sa vie avec son père à San Francisco. Et donc son père homosexuel et dans les années 70. Et en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que on retrouve toute l'ambiance des années 70 à San Francisco avec les cercles de poètes, toute la créativité, l'envie aussi de changer un peu le monde, de trouver une autre façon de vivre ou avec plus de liberté. Et donc ça, c'est vraiment un très 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 beau récit. Ça parle aussi de la filiation, des erreurs que font les parents, de la difficulté en tant que parent d'élever ton enfant, quelle que soit ton identité de genre, ton orientation sexuelle, etc. C'est toujours les mêmes questions auxquelles on est confronté. Et voilà, et alors la fin de ce livre, je la trouve particulièrement belle. Donc évidemment, ça parle aussi beaucoup des années SIDA, puisqu'il y a d'abord toute l'ouverture, la libération, et puis après il y a le SIDA qui arrive. Et voilà, et à San Francisco, dans ces années-là, dans cette communauté, évidemment, c'est Fairyland, d'Alicia Abbott. Voilà, de toute façon, je mettrai la bibliographie en ligne demain, elle est déjà prête, donc voilà. Donc je vais juste vous lire la fin. Et donc c'est vraiment un livre qui m'a fait pleurer au petit déjeuner quand je l'ai terminé. Un soir que je travaillais tard, mes enfants et mon mari dormaient paisiblement à l'étage. J'ai décidé pour la première fois d'aller voir la banque de données nécrologiques du Bay Area Reporter, désolé j'ai un très mauvais accent anglais, où papa publiait parfois des critiques de livres ou d'expositions d'art. Ce fut un important baromètre de l'épidémie du sida, l'épaisseur des journaux augmentant de manière spectaculaire avec le nombre de morts. On peut désormais consulter ces documents en ligne, par nom ou par année. Assise seule dans le noir, j'ai facilement trouvé les nécrologies d'amis tels que Robert, un ardent wagnérien, Tommy, Teddy et Cuddles étaient à son chevet, Jono, il embrassait divinement un auditeur remarquable, et Sam, au revoir mon mystère. Puis j'ai repéré des noms dans le journal intime de papa, des hommes que je ne connaissais pas mais qui faisaient partie de ses amis. Et j'ai alors commencé à chercher un peu au hasard en cliquant sur des noms. J'ai lu des articles, contemplé des photos et des photos de morts. Tous ces Peter Pan, ces jeunes hommes figés dans le temps avec leur coupe de cheveux et leur pull des années 80, qui n'auraient jamais l'occasion d'exprimer pleinement leur potentiel contenu dans tel premier recueil de poèmes, dans telle pièce qui reçut un bon accueil, ou bien dans tel cœur généreux. Ses amis étaient toute sa vie. Bientôt j'ai sangloté jusqu'à avoir des yeux aussi gonflés que ceux d'un boxeur. Je me suis sentie abattue par le chagrin. Comme c'est étrange, me suis-je dit quand les pleurs se sont finalement dissipés. Je ne suis pas homo. Je n'appartiens pas à cette génération d'hommes qui ont perdu tellement d'amis qu'il leur a fallu jeter des répertoires entiers. Ce chagrin, je m'en rends compte, à présent, m'a toujours accompagnée. C'est juste que je ne l'avais jamais situé. Cet endroit où papa et moi avons vécu ensemble, notre Fairyland, ce royaume des fées, n'était pas factice. Il s'agissait d'un endroit bien réel, peuplé de gens tout aussi bien réels, et j'y étais. Et si je n'ai plus habité à San Francisco depuis 1994, et si ma vie aujourd'hui est très différente de notre vie à l'époque, papa la qualifierait certainement de bourgeoise, je suis pleinement un produit de ce monde. J'ai beau être hétéro et ne plus avoir de parents homo depuis plus de 20 ans,
J'ai toujours le sentiment de faire partie de cette communauté queer. Cette histoire des gays est mon histoire des gays. Cette histoire gay est notre histoire gay à tous. Voilà, et je vous montre juste la petite photo du père et de sa fille que je trouve vraiment trop mignonne. Et ce qui est chouette aussi dans ce récit, c'est qu'il y a aussi des extraits en fait du journal de son père. Et donc voilà, on retrouve aussi toute cette ambiance du San Francisco des années 70, je vous le conseille. Ensuite, toujours plutôt sur la question d'identité sexuelle, d'homosexualité masculine. Je sais pas si vous avez lu Ne suis jamais de larmes sans gants. C'est vraiment un très 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 beau roman. Alors c'est un sacré pavé. Ça fait quand même pas tout à fait 1000 pages, hein, donc c'est pas le pire dans les 800 pages. C'est un roman suédois qui a été écrit par Jonas Gardell et voilà en fait qui relate de toute aussi l'époque de l'apparition de l'épidémie du sida dans les années 80. Donc on va suivre en fait plusieurs jeunes hommes, dont surtout Rasmus et Benjamin qui vont tomber fous amoureux, avec Benjamin qui est témoin de Jéhovah et donc qui va devoir se battre aussi contre son éducation, etc. Et Rasmus qui quitte la campagne et l'oppression qu'il subissait à la campagne pour le lire. Mélanie dit que c'est très poignant. Et en effet, c'est vraiment un très beau roman. Bon, alors par contre, faut préparer la pile de mouchoirs parce que franchement, ça fait pleurer. Et ensuite, vraiment aussi, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein d'hommes différents qui parlent et on est vraiment mis dans leur situation, en fait, dans ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et alors, il y a aussi beaucoup de recherches sur cette époque-là. Il a mis beaucoup d'extraits de journaux. Et il y a un passage que j'aime bien, justement, où il parle, en fait, de l'épidémie. Et en même temps, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit actuellement, mais par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur l'épidémie, d'où ça vient, etc., parfois, voilà, c'est aussi intéressant de se replonger là-dedans. Dans son livre L'œil de la médecine, l'historienne Karin Johannisson étudie les différentes représentations de la maladie qui se sont obstinément maintenues à travers l'histoire, malgré un savoir accru de l'origine biologique des épidémies. La représentation la plus répandue est sans doute celle de la maladie comme un châtiment. L'Ancien Testament offre de nombreux récits dans lesquels Dieu sanctionne les réfractaires en envoyant des fléaux, la peste et la lèpre, soit sur un individu isolé, soit sur un peuple entier. Il permet même à la peste de ravager tout Israël pour punir le roi David de son péché individuel. La collectivité devait repousser l'individu atteint, le malade, le pécheur, l'impur, pour que l'ire de Dieu ne les frappe pas tous. Maladie, péché et impureté étaient étroitement liés. La maladie étant une conséquence du péché, elle rendait l'homme impur. Pour redevenir pur, il fallait guérir. Pour guérir, il fallait être pardonné. Pour être pardonné, il fallait rebrousser chemin et faire pénitence. Ou, comme l'exprime Bengt Birgersson, désolé pour les noms suédois, pasteur suédois à Göteborg, dans l'interview que Rasmus lisait à voix haute avant que commence la représentation de fin d'études de Bengt, le sida peut aussi avoir de bons côtés. S'il frappe les homosexuels et les pousse à revenir dans le droit chemin, tant mieux. Si on est atteint du sida et qu'on réalise que vivre dans l'homosexualité était une erreur, dès lors, la maladie aura été utile. Dans le monde sécularisé qui surgissait avec les Lumières, l'idée de la maladie comme une punition de Dieu a connu une reformulation. La maladie était causée par l'individu lui-même. La maladie était une conséquence du comportement de l'individu. Le malade portait par conséquent sa part de responsabilité dans sa propre souffrance. Karin Johannisson ne l'écrit pas autrement. La maladie prit une dimension moralisatrice, elle représentait un échec, une déchéance, une trahison. Enfin, la maladie pouvait aussi être considérée comme une manière pour la nature de corriger les erreurs et de rétablir l'ordre. Tous ces points de vue sont revenus avec l'apparition du sida dans les années 80. Par exemple, en tant que chrétien, pouvait-on être contaminé par le calice, dont s'inquiétait un lecteur du Svenska Dagbladet? L'auteur de l'article posait un titre tendancieux et sans équivoque. Des chrétiens innocents peuvent attraper le sida. Il était loin d'être le seul à répartir les contaminés en coupables et innocents. C'était une pratique extrêmement fréquente. Un des journaux du soir observait, après qu'un enfant eût été contaminé par une transfusion sanguine, « Maintenant est arrivé ce qui ne devait pas arriver. Un innocent est mort du sida. » Quant au quotidien chrétien Dagon, il soutenait mordicus dans un éditorial. Si on fait abstraction des personnes contaminées lors d'une transfusion sanguine, d'un rapport sexuel entre époux en donnant naissance à un enfant, il y a derrière chaque individu contaminé par le VIH un comportement fautif, coupable. Comment pouvait-on se protéger? Comment pouvait-on limiter l'épidémie aux autres, à ces types-là? Ces types qui avaient un comportement fautif, coupable. Car bientôt, vous aussi, vous serez menacés. Voilà, donc c'est un peu pour montrer l'ambiance de l'époque et aussi tout ce qu'on dit sur les maladies, sur les épidémies quand ça touche une société. Et voilà, et toutes les conneries qu'on dit. Donc ne suivez pas non plus tout ce qui passe sur Facebook en ce moment, même si c'est un autre sujet. Restons un peu rationnels. Donc après avoir parlé plutôt de romans qui traitent de l'homosexualité masculine, j'avais envie un peu de
parler de romans qui traitent de l'homosexualité féminine. Alors c'est plus compliqué à trouver, il y a quand même beaucoup plus de romans, et peut-être déjà de base écrits par des hommes, en tout cas dans les romans, si on prend un peu les romans ces dernières décennies, mais il y a quand même récemment eu des chouettes choses. Alors j'avais essayé de lire Sarah Waters, mais franchement c'est vraiment pas bon, donc je vous le conseille pas. Donc voilà. Par contre, je suis en train de lire Céline Minard, Selon Louis, un roman contemporain. Et donc c'est une romancière en fait qui écrit un testament à sa compagne. Et pour le moment j'aime beaucoup. C'est à la fois intelligent et drôle, c'est une écriture très inventive. Donc voilà, pourquoi pas, je vous le conseille. Après il y a un récit de vie que j'ai énormément aimé il y a déjà quelques années. C'est Pourquoi être heureux quand on peut être normal de Jeanette Winterson. Donc je sais pas si quelqu'un l'a lu ici. Mais voilà, c'est vraiment un très beau récit de vie. C'est l'histoire en fait de l'autrice Jeanette Winterson qui a été adoptée dans son enfance par une mère très croyante et voilà, qui va un peu l'éduquer à coups de Bible en lui interdisant l'accès aux livres, etc. et qui découvre son homosexualité. Et quand elle en parle à sa mère lui dit justement, elle lui dit mais maman je suis heureuse, et elle lui dit mais pourquoi être heureux quand on peut être normal? Donc d'où le titre. Et il y a un passage sur l'amour que je trouve absolument... Delphine en a lu un autre d'elle et c'était bien ou pas? Parce que moi j'ai rien lu d'autre d'elle. C'est le seul que j'ai lu. Et voilà. Et alors, il y a un passage que j'aime vraiment énormément sur l'amour, et donc que j'avais envie de vous lire. Quand l'amour n'est pas fiable et qu'on est enfant, on suppose que c'est la nature de l'amour, sa qualité, de ne pas être fiable. Les enfants ne trouvent des défauts à leurs parents que beaucoup plus tard. L'amour que l'on reçoit au début est l'amour qui marque. Je ne savais pas que l'amour pouvait avoir une continuité. Je ne savais pas qu'on pouvait compter sur l'amour humain. Le Dieu de Mrs. Winterson était le Dieu de l'Ancien Testament. Et peut-être que modeler son comportement sur une divinité qui exige un amour absolu de ses enfants, mais que ça ne dérange nullement de noyer, l'arche de Noé, de tuer quand il l'exaspère, Moïse, et qui laisse Satan détruire la vie du plus innocent d'entre tous, Job, n'est pas très bon pour l'amour. Certes, Dieu s'amende et se bonifie grâce à sa relation avec les êtres humains, mais Mrs. Winterson n'était pas du genre interactif. Elle n'aimait pas les humains, et elle ne s'est jamais amendée ni bonifiée. Elle me mettait plus bas que terre, puis elle faisait un gâteau pour se rattraper. Et il arrivait souvent qu'après m'avoir enfermé dehors, nous allions acheter des fish and chips le lendemain soir. Nous prenions place sur un banc et nous mangions à même le papier journal en regardant les gens passer. Pendant une bonne partie de ma vie, je me suis comportée de la même façon parce que c'était ce que j'avais appris de l'amour. Ajoutez à cela ma propre sauvagerie ainsi que mon intensité, et l'amour devient vite dangereux. Je ne me suis jamais droguée, mais je consommais de l'amour, du genre fou et imprudent, avec plus de mal que de bien, plus de cœur brisé que de paix. Je me battais, je cognais, et le lendemain j'essayais d'arranger les choses. Et je partais sans un mot ni aucun scrupule. L'amour est vivant. Je n'ai jamais voulu de sa version fade. L'amour est la force. Je n'ai jamais voulu de sa version diluée. Je n'ai jamais reculé face à l'immensité de l'amour. Mais j'ignorais que l'amour pouvait être aussi fiable que le soleil. L'amour, lui aussi, se lève tous les jours. Voilà, j'aime beaucoup ce passage sur l'amour et aussi sur... Enfin voilà, c'est aussi un très beau cheminement de résilience et une force de vie, quoi. Vraiment, cette autrice, c'est vraiment une force de vie. Et alors j'aime bien aussi, je lis assez peu en fait de récits de vie et d'autobiographie, mais j'aime bien quand les auteurs font leur autobiographie tout en faisant une espèce de sociologie de leur propre vie. Je trouve qu'alors ça devient passionnant, parce qu'on découvre vraiment une époque, une société à travers la vie de quelqu'un. Et là, il y a aussi beaucoup de réflexions sur la société anglaise qui sont vraiment passionnantes. Donc je vous le conseille, Jeanette Winterson. En plus, Delphine dit que l'autre qu'elle a lu d'elle est très bien. Et c'est vrai qu'elle écrit vraiment magnifiquement. Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Bonne question. Alors ensuite, toujours plutôt concernant l'homosexualité féminine, j'ai récemment lu un roman du Groenland, donc je ne sais pas comment on dit, groenlandais j'imagine, voilà, qui s'appelle Homo sapiens, qui m'a été conseillé par ma collègue Anso, qui est là je crois. Voilà, et alors je ne vais pas vous lire le nom de l'autrice parce que c'est impossible à lire, donc vous le trouverez demain dans la bibliographie. Donc Homo sapiens, en fait, c'est un roman contemporain qui met en scène différents personnages qui sont un petit peu en recherche de leur identité sexuelle ou de leur identité de genre, aussi tout simplement en recherche d'amour. Donc c'est un roman où même le style est très contemporain, il y a des échanges de SMS, etc. Enfin voilà, des ruptures de ton, j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé sur la fin que c'était quand même un peu léger, mais voilà, il y a des très beaux moments. Et c'est intéressant et ça donne aussi une autre vision du Groenland. Enfin moi je connais assez peu le Groenland, mais chaque fois c'est vrai que je lis de la littérature du Nord, on nous parle des grands espaces, de la lumière, etc., de la nature sauvage, abrupte. Là ça traite de la société, de ce que sont les jeunes aujourd'hui là-bas, ce qu'ils ressentent, comment ils vivent les choses, etc. Donc je trouve que c'était assez intéressant. Donc juste pour vous lire un petit passage, mais à nouveau je parle très mal anglais, et il y a un mélange d'anglais et de français, donc ne soyez pas choqués.
It really was love at first sight. J'en suis tout à fait sûre, au moment même où elle me voit. C'est vrai que j'ai rencontré amour. Je vois qu'elle le réalise aussi quand elle me voit. Je confirme qu'elle aussi l'a confirmé quand elle vient vers moi en souriant silencieusement. Je sors le papier de ma poche et je le lui donne. Parce que les mots ne peuvent pas expliquer ou décrire. Je lui donne mon cœur. Elle lit, me regarde droit dans les yeux, s'éloigne de moi et mon cœur s'arrête. Sarah, tu as mon cœur. Et elle prend une guitare. Nous nous regardons entre des corps qui bougent. Sarah, mon cœur. Sarah, mon cœur. Ah, no, I don't hardly know her, but I think I can love her. Elle chante. Et juste à cet instant-là, mon cœur se remet en route. Bat de nouveau. It was meant to be. It was meant to be you. It was meant to be you and me. Elle revient vers moi et mon monde est complètement silencieux. Je ne fais que la regarder. Le sentiment en moi est infini. Elle m'agrippe et m'enlève, nous franchissons la porte et je ne veux pas m'échapper. La nuit du printemps est fraîche, la nature est tout doucement en train de revenir à la vie et je n'entends rien d'autre. Devant moi, il y a quelque chose de beau. Du Groenland à l'infini et retour. What a day to be alive. Elle lit ma petite lettre. La nuit de printemps me donne vie et Sarah m'embrasse. What a day to realize I'm not dead. L'amour m'a sauvée. And I realize this is my coming out story. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton. Moi, j'aime bien en général quand il y a des mélanges de langues. Je trouve que c'est intéressant. Puis l'anglais, ça permet aussi d'autres choses, quoi. C'est une langue qui va quand même un peu plus rapidement que le français, qui a une efficacité que n'a pas le français, ou j'imagine la langue du Groenland. Et voilà, donc j'aime bien ces ruptures de ton. Puis l'anglais, c'est un peu la langue relativement universelle, en tout cas qu'on emploie pour essayer de parler à des personnes du monde entier. Et donc, il y a un lecteur ou une lectrice, My Little Road, merci d'avoir mis un nom anglais, qui dit qu'il y a une interview de l'autrice géniale sur le podcast de la poudre. Bah du coup, je l'écouterai, merci pour ce conseil confinement. Voilà, donc maintenant qu'on a déjà parlé un petit peu de romans qui traitent de l'homosexualité masculine et de l'homosexualité féminine, j'avais envie de faire un peu une transition avec des romans qui parlent plus de la bisexualité ou en tout cas de personnages qui se définissent pas vraiment par leur identité sexuelle. Donc à nouveau, je vais ressortir mes deux chouchous américains. Je suis désolée, ils sont là toutes les papotes, mais voilà. Ils ont déjà énormément écrit, donc c'est difficile d'y échapper. Donc le premier, c'est À moi seul, bien des personnages de John Irving. Je ne sais pas si vous l'avez lu, donc toujours ce fameux John Irving. Où donc là, on va suivre Bill, qui est un jeune homme. Alors à nouveau, comme dans tous les personnages de John Irving, on le suit de l'adolescence, jeunesse, à l'âge adulte. Et qui en fait est attiré à la fois par les hommes et les femmes, et aussi notamment par les personnes transgenres. Donc il est vraiment attiré par des personnes qui sont un peu à la frontière des genres. Et en fait, il va construire sa sexualité comme ça. Et en même temps, il va subir énormément de discrimination parce que justement, il ne s'identifie pas à une orientation sexuelle précise. Et les gens ont du mal à comprendre quand ils n'arrivent pas à étiqueter. Et ce que j'ai vraiment... Alors à la fois, ce roman m'avait un peu déçu au moment où je l'ai lu par rapport à d'autres de John Irving parce que j'avais un peu l'impression d'avoir une succession de rencontres amoureuses, etc. de ce personnage. Et en même temps, je l'ai lu juste avant la Manif pour tous. Et quand il y a eu toutes ces histoires de Manif pour tous en France, je me suis rendu compte à quel point John Irving était quand même capable d'écrire un roman sur ce que c'est la tolérance, en fait, sur ce que c'est tout simplement d'accepter son prochain tel qu'il est, sans étiquette, en fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, le personnage se fait taxer d'intolérant de l'intolérance. Et je trouvais que c'était une notion intéressante. On pense qu'on est tolérant, mais est-ce qu'on n'est pas parfois un peu intolérant de l'intolérance ? Je sais pas, en tout cas, ça m'avait marqué. De toute façon, presque tous les livres de John Irving me marquent. Et je vois que mon papa est en ligne. Alors, dans un autre roman de John Irving, il y a une phrase que mon papa adore et qui dit « On a toujours besoin d'un ours intelligent ». Je vous laisse méditer sur cette phrase qui vient de l'hôtel New Hampshire de John Irving. Voilà, ensuite, toujours par rapport à la question de la bisexualité. Donc, à nouveau, Paul Auster, 4-3-2-1. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est donc je vous avais expliqué la dernière fois que on suit Ferguson dans 4 différentes possibilités de sa vie, donc 4 destins différents. Et en fait, il y a un de ces destins où Ferguson est bisexuel. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je trouve que ça pose la question de savoir est-ce que chacun aurait pu avoir une orientation sexuelle différente dans une autre vie. On n'en sait rien, personne n'a la réponse. Mais Paul Auster, en tout cas, voilà, il estime que oui, a priori, en tout cas dans son roman, c'est ce qu'il raconte par rapport à ce qu'il a vécu. Et je trouvais que c'était quand même intéressant. Et voilà, et d'ailleurs, c'est la version de Ferguson que j'ai préférée parce que c'est celui qui est le plus en proie au doute et qui est le moins un petit con américain un peu sûr de lui. Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de bisexualité, j'avais aussi envie de parler plutôt, alors plus d'identité sexuelle, mais d'identité de genre, à travers 2 romans que j'ai beaucoup aimés aussi. Donc le premier,
C'est vraiment un roman chouchou, un roman doudou, c'est Poppy et les métamorphoses de Laurie Frankel. Donc ça, c'est vraiment le roman que je conseille à tout le monde parce qu'il est déjà extrêmement accessible. C'est une petite saga familiale. On suit une famille américaine assez originale, loufoque, pleine d'amour. Et donc ils ont 4 fils et ils ont envie d'essayer encore une fois. Et puis voilà, ils donnent naissance au petit Claude. Et Claude assez vite en fait va préférer porter des jupes et mettre des ailes de fée et porter des sacs à main. Il est tout petit. Et en fait, les parents, tous les enfants ont leur petite originalité, etc. Ils laissent vraiment leurs enfants grandir tels qu'ils l'entendent, mais ça va poser question au moment où l'enfant rentre à l'école. Et voilà, et ce qui est très compliqué en fait, c'est que c'est l'école et donc la société qui va forcer l'enfant à choisir, déjà alors qu'il a 5, 6 ans, son identité. C'est juste un enfant qui aime s'habiller d'une certaine façon, voilà, et ils vont lui dire, voilà, tu ne peux pas être un garçon qui porte un sac à main. Par contre, si tu veux être une fille, tu peux être une fille. Mais tu dois alors être une fille à l'école. Et du coup, c'est vraiment chouette parce que c'est un roman qui, je trouve que c'est pas évident de parler de la question de la transidentité dans l'enfance, à partir de l'enfance, sans tomber dans un certain manichéisme ou alors dans le bon sentiment. Et là, je trouve qu'elle échappe vraiment à tout ça. Alors, l'autrice a vraiment vécu ça différemment, mais elle a adopté un enfant et a traversé tout ça avec son enfant. Donc je pense qu'elle a vraiment aussi été loin dans sa réflexion. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que finalement c'est un roman sur ce que c'est que d'être parent. Ce que c'est que d'être parent, d'aimer ton enfant, de vouloir le mieux pour lui, de vouloir qu'il puisse être ce qu'il a envie d'être, de lui laisser sa liberté d'être, et en même temps d'être pleinement conscient qu'il est confronté à une société qui va peut-être être violente avec lui. Et donc et aussi par exemple de faire des choix, parce que par moments ils vont devoir déménager, etc., qui va impliquer du coup toute la famille, tous les autres enfants, pour un de leurs enfants. Comment est-ce que tu fais ce choix-là? À quel moment tu protèges un de tes enfants et en même temps, du coup, tu mets les autres dans une situation qu'ils n'ont pas choisie. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et donc, j'avais envie de vous lire une petite scène que je trouve vraiment mignonne. De son côté, Claude continua juste de s'en changer 4 fois par jour. Au réveil, il troquait son pyjama pour une robe. Puis, après le petit déjeuner, il enfilait ses habits d'école pour remettre sa robe, ses talons hauts et ses bijoux à son retour. Et enfin de nouveau son pyjama avant d'aller au lit. Un soir où il lui disait bonne nuit, tout en balayant les cheveux de son front et en l'écoutant le raconter sa journée de sa petite voix endormie, Rosie serra la main de peine et prit une longue inspiration avant de lui demander tendrement. « Est-ce que ça ne te fatigue pas de changer tes vêtements tout le temps ?» Le front de Claude se plissa. Il haussa ses frêles épaules. « Ça va. »« Tu sais, renchérit Pen prudemment, très prudemment, tu pourrais porter une robe ou une jupe pour aller à l'école si tu voulais, ça se passerait bien. » « Mais non, ça ne se passerait pas bien du tout, répondit Claude. À ces mots, Rosie sentit ses yeux qui se remplissaient de larmes de soulagement. Il n'avait pas sauté sur la première occasion pour dire oui. Néanmoins, elle persista. Mais si, ça se passerait bien. Les autres enfants se moqueraient de moi, répondit Claude à 2 doigts de pleurer. C'est vrai, admit Pen, tu as raison. Mais tout se passerait bien. Ils ne penseraient pas ce qu'ils diraient. Ils se moqueraient de toi pendant 1 ou 2 jours et ensuite ils t'oublieraient et trouveraient un autre sujet de moquerie. Ils n'oublieraient jamais, ils se moqueraient de moi tous les jours, sans arrêt. On pourrait t'aider, dit Rosie. On pourrait réfléchir à des moyens de contre-attaquer, des moyens de les ignorer. Non, ça ne pourrait pas marcher. On pourrait appeler Mademoiselle Appleton. Mademoiselle Appleton ne m'aime pas. Bien sûr que si, elle t'aime. Non, elle trouve que je suis bizarre. Et si je porte une robe à l'école, elle me trouvera encore plus bizarre. Tu n'aurais pas l'air bizarre. Tu pourrais porter ta robe. Tu serais intelligent, adorable, gentil, drôle dans ta robe. Ça ne poserait pas de problème. Si, rétorqua Claude. Ce qui ne pose pas de problème, c'est de porter des vrais habits à la maison et des habits d'école en classe. Ça ne me gêne pas de me changer. Le mot vrai résonna dans le cerveau de Pen jusqu'à l'assourdir. Oui, c'est possible aussi, évidemment. Mais tu devrais avoir le droit d'être comme tu as envie d'être, de porter ce que tu veux. Les autres enfants, ta maîtresse, tes amis, tout le monde l'accepterait. Tout le monde t'aime comme tu es. Personne ne m'aime à part vous, dit Claude. Personne à part nous. On est les seuls. On est les seuls. Voilà ce qui hantait Rosie, ce qui l'a harcelée. Cette inquiétude en s'en plantait bien d'autres et franchit automatiquement la barre de la 3e ou 4e position. Rosie était contente de constater que Claude se savait soutenu chez lui. Elle était également horrifiée à l'idée que Claude se sente tellement fragile à l'extérieur de la maison. Mais elle était habituée à ressentir des émotions contradictoires, car, en tant que mère, elle savait que chaque jour, à chaque instant, personne au monde n'était capable d'aimer, d'estimer et d'élever ses enfants comme elle. Et pourtant, il fallait se résoudre un jour ou l'autre à les mettre en contact avec le monde extérieur. La préoccupation première de Rosie se résumait à une simple question. Qu'est-ce qui rendrait Claude heureux? La préoccupation première de Pen se résumait à la même question. Qu'est-ce qui rendrait Claude heureux?
Mais il ne suffit pas de tendre la main pour atteindre le bonheur. Voilà, donc je trouve que ça résume bien le propos de ce roman où c'est vraiment, voilà, comment est-ce que tu fais en tant que parent pour accompagner ton enfant sur cette terre, dans cette vie. Tu fais des erreurs évidemment, mais tu essayes de faire au mieux et de lui permettre d'être heureux en sachant que le monde n'est pas toujours d'une tendresse folle. Voilà. Ensuite, j'avais envie de parler de Annabelle de Kathleen Winter. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici. Donc là, en fait, c'est plutôt le sujet de l'intersexualité qui est abordé. Donc en fait, on est dans les années 70 au Canada, en pleine campagne canadienne. Il y a un enfant qui naît, un enfant intersexe, et les parents donc vont faire le choix de lui assigner le genre masculin. Mais évidemment, à l'adolescence, les choses vont se compliquer pour Wayne. Et en cachette, sa maman l'appelle dans sa tête Annabelle. Et donc voilà, il y a toute cette question de comment est-ce qu'on construit son identité comme ça, à quel moment l'enfant va découvrir tout ça. Et le personnage du père est vraiment magnifique. Donc c'est quelqu'un d'assez rude, d'assez rustre, qui vit à la campagne, mais qui en même temps essaye vraiment, se remet en question et réfléchit. Et il y a un moment que je trouve vraiment très beau, qui montre aussi tout ce rapport à la nature qu'il y a dans ce roman, parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre la nature, etc. Et ce qui se passe aussi en fait chez les êtres humains dans la nature et qui ne correspond pas forcément au système assez binaire en fait dans lequel on vit dans notre société. Et donc il y a un moment en fait où Treadway, c'est le père, se promène et essaye de réfléchir un petit peu à ce qu'il a fait. Et il parle à une chouette. La chouette restait silencieuse, parfaitement immobile, comme une excroissance de l'arbre. Il la voyait, la perdait de vue, puis la repérait à nouveau. Il avait commencé à lui parler de sa voix la plus douce, en chantonnant, chose que jamais il n'aurait faite même pour un autre être vivant, ni pour sa mère, ni pour son père, ni pour ses frères, ni pour lui-même. Ce qu'il avait apprécié chez cette chouette, c'est qu'elle n'exigeait rien de lui. Et depuis cet épisode, il a continué à lui parler comme si elle lui prêtait l'oreille, même s'il ne l'a jamais revue. Parler à la chouette l'apaise, et c'est à elle qu'il s'adresse à présent au sujet de Wayne. Ils croient tous que je sais ce que je fais, mais bon Dieu, je n'en ai pas la moindre idée. Tu le sais ? La chouette l'écoute, où qu'elle puisse se trouver. Au fin fond des bois, par-delà la rivière Beaver, par-delà le lac de l'intérieur où les eaux changent de direction, aimanté par le nord magnétique jusqu'à la baie d'Ungava, ce lac dont le nom demeure secret. Je n'aurais jamais dû m'en mêler, dit Treadway. J'en suis convaincu à présent. Que serait-il arrivé si j'avais laissé Wayne devenir aussi une petite fille ? La chouette autorise Treadway à imaginer Wayne en petite fille. Et c'est là, en pleine forêt, que Treadway a une vision de sa fille. Elle a les cheveux sombres et un visage grave. C'est une fillette intelligente et Treadway l'adore. Tu es une belle enfant. Mais l'enfant ne peut l'entendre comme peut l'entendre la chouette. La chouette écoute, et pour la première fois depuis que sa femme a mis au monde un enfant, Treadway sent le chagrin jaillir de son cœur et déferler sur la mousse. Il s'infiltre dans le lichen pour se fondre dans la forêt. La chouette en recueille un peu. Jamais sa douleur n'avait connu pareille écoute. Je pourrais rester ici, dit Treadway. Tu es une brave petite chouette. Il imagine la chouette comme un être solitaire. Il la considère en fait comme son double, même s'il ne s'estime guère et brave lui-même. Les gens trouvent à leurs amis des qualités admirables, courage, honnêteté, loyauté, mais ne voient jamais ces qualités chez eux-mêmes, même s'ils les possèdent à un plus haut degré que leurs amis. Treadway est incapable de voir ce qu'il y a de bon chez lui. Sa femme pense qu'il le peut, mais elle se trompe. Il sait qu'il n'est pas aussi autonome ni aussi brave que la chouette, mais il s'identifie au mode de vie qu'elle a choisi. Si seulement le monde pouvait vivre ici en pleine nature, là où il n'y a ni magasin, ni route, ni porte, ni fenêtre, ni ligne droite. Ce sont les lignes droites qui posent problème. Les règles et les mesures et les frontières et personne pour vous aider si vous les transgressez. Voilà, j'aime beaucoup cette petite phrase sur les lignes droites. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton de ce roman que j'ai trouvé vraiment très beau. Et c'est un sujet qui n'est pas non plus si souvent traité dans les romans. Donc voilà, je vous le conseille. Alors là, on a parlé un petit peu de genre, etc. Et donc, je ne vais pas trop parler d'essais féministes ni de romans de femmes, parce qu'en fait, la semaine prochaine, on va faire la papote visage de femme qu'on n'a pas pu faire en vrai. Et on est un peu triste. Et comme la bibliographie est prête, les romans sont prêts, la prochaine fois, on va un peu parler de ça. On devait le faire dans le cadre du cycle d'activités qu'on faisait pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Mais bon, c'est impossible de parler de genre et de féminisme sans citer des pentes. Donc voilà, King Kong Theory, vous l'avez lu, j'espère. Tout le monde va dire oui, m'envoyer des petits cœurs et dire oui, oui, oui. Alors, oui, évidemment. Ah, Mélanie, tu l'as lu finalement. Chouette, c'est cool, bonne nouvelle. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit essai très court.
J'ai entendu beaucoup de personnes me dire ah oui mais tout ça je le savais. Après il faut pas oublier que cet essai a été publié en 2006, bien avant MeToo, bien avant tout ce qui se passe actuellement. Et donc bah pour moi voilà c'est vraiment ça a été un moment fondateur dans ma vie de femme de lire ça parce que ah non Mélanie tu l'as pas encore lu bah il est temps parce que du coup voilà en fait je crois que pour la première fois quand j'ai lu ce livre de Despentes je me suis dit ah ouais en fait je suis vraiment une femme. Ben je sais pas comment expliquer. Et voilà. Donc je vous le conseille à tous et à toutes de lire King Kong Theory. En plus, franchement, Despentes, c'est vraiment hyper facile à lire. C'est, voilà, c'est un style évident et c'est super intelligent. Ce que j'aime bien chez cette autrice aussi, c'est qu'elle se remet en question. Elle écrit parfois des choses et elle est capable de dire 10 ans plus tard, ah bah oui, ça je suis plus forcément d'accord avec ça aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de pouvoir faire ça. Après, il y a 2 autres essais que j'avais envie d'aborder que j'ai pas avec moi. Donc il y a les Argonautes de Maggie Nelson. Je sais pas si vous connaissez Maggie Nelson. C'est une écrivaine et poétesse américaine. Et alors les Argonautes, c'est le genre d'essai que j'aime bien parce que c'est un essai. J'ai du mal avec les essais qui sont pas écrits par des auteurs littéraires parce que bah voilà si l'écriture ne me prend pas, j'arrive pas à rentrer dedans même si c'est intelligent et intéressant. Et là voilà c'est super bien écrit. En fait elle raconte tout son parcours en tant que maman. Elle a eu un enfant avec une personne donc un homme transgenre et donc c'est toutes les questions de genre qui sont abordées à travers sa propre vie. Et il y a plein de références à des tas d'auteurs phares, etc. Plein de réflexions, plein de moments d'une poésie immense et intense. C'est super beau. Franchement, c'est le genre de bouquin que je sais que je relirai parce que c'est dense et que d'un point de vue, en termes de réflexion, c'est dense. Que ce soit sur toutes les questions de genre, d'identité, mais aussi d'éducation. Enfin voilà. Très beau essai. Et j'avais aussi envie de vous parler d'un appartement sur Uranus de Preciado. Je ne sais pas si vous l'avez lu non plus. Donc voilà, ça ce sont les chroniques qu'il a écrites en fait dans Libération et qui sont reprises dans un bouquin. Donc c'est des petites chroniques. Ce qui est chouette avec le format de la chronique, c'est que du coup ça permet d'aborder beaucoup de sujets de façon assez rapide et efficace et assez facile. Alors après par contre je trouve que parfois il est philosophe Preciado, donc lui il réfléchit vraiment à l'hétéropatriarcat comme il appelle et au monde dans lequel on vit. Et c'est vraiment très intéressant, ça décentre énormément. Alors par contre du coup on se retrouve vraiment parfois loin et il faut être capable de se dire ok là c'est une vision du monde complètement décentrée mais c'est super intéressant. Le petit défaut de la chronique c'est que parfois je trouve du coup ça va pas assez loin. Il y a des fois des concepts que j'aurais aimé approfondir, mieux comprendre. Donc voilà, j'espère qu'il écrira un jour un livre philosophique un peu plus long. Et alors il a aussi vraiment cette capacité d'avoir des envolées lyriques et poétiques absolument magnifiques. Donc rien que pour ça, je vous le conseille. Et puis c'est vraiment super intéressant. Voilà. Et alors, j'avais envie de terminer cette petite papote sur un peu de poésie. Parce qu'en fait, je suis en train de lire. Alors, Loulou, elle me dit si trop beau. Je sais pas par rapport auquel. C'est lequel, Loulou, que t'as trouvé trop beau? Je sais pas duquel tu parlais, du coup. C'est le truc avec les commentaires, c'est que du coup, comme je parle vite, j'arrive pas à faire le lien. Alors maintenant, j'avais envie de vous parler de ce petit recueil de poésie féministe américain, donc qui s'appelle « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots ». Alors déjà, j'adore le titre. Et en fait, donc toute la première partie, c'est toute une réflexion sur en fait la poésie féministe aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a tout un mouvement de résistance poétique aux États-Unis qu'on a moins ici en Europe, même si on l'a aussi un peu par le slam, etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est celui dont je viens de parler, donc un appartement sur Uranus. Ah cool, tu l'as lu. Ah, je suis contente. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est super intéressant. Moi, je pense que la poésie, c'est quand même une des plus belles façons d'écrire le monde. C'est une des plus belles façons de résister aussi en général, parce que la poésie, elle n'enferme pas en fait. Ce sont des mots qui n'enferment pas dans des théories, etc. Et qui arrivent vraiment à saisir l'émotion, la vie. Voilà, et donc en fait c'est un recueil qui reprend plein de poétesses américaines contemporaines féministes. Ce qui est chouette c'est qu'à chaque fois on a le poème en anglais et en français, donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet d'avoir le rythme de la langue en anglais etc. tel que la poétesse a désiré l'écrire, parce que la poésie il n'y a rien à faire, c'est quand même vachement compliqué à traduire je pense. Et voilà, bon je suis pas capable de lire de la poésie dans toutes les langues, mais j'aime bien l'anglais et j'aime le rythme de cette langue. Par contre je vais vous lire le poème que j'ai choisi en français, vous ne m'en voudrez pas mais mon accent est vraiment beaucoup trop pourri. Donc voilà, je vais vous lire ce petit poème. Alors en plus, le titre est approprié en ce moment puisque c'est Litanie pour la survie. Voilà, j'espère que ça vous plaira, vous me direz quoi.
Litanie pour la survie. Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions, cruciales et solitaires. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent succomber aux rêves fugitifs du choix. Qui aiment dans les couloirs, vont et viennent entre deux aubes, regardant dedans dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée, comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence, pour nous toutes qui n'étions pas censées survivre, à cet instant et ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons une indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seuls, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors, il vaut mieux parler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre. Voilà, je trouve ce poème magnifique. À nouveau, un texte qui vous dit, n'hésitez pas à partager vos voix, écrivez de la poésie, dessinez, chantez, exprimez-vous, je sais pas, dansez, ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, vous méritez d'être entendus, tous et toutes. J'espère que ça vous a plu. À nouveau, je sais que j'ai parlé très vite. J'ai abordé pas mal de livres différents à la vitesse grand V. Je sais pas parler lentement et en plus, comme il n'y a personne pour me couper et partager des extraits avec moi, voilà, je suis toujours un peu en mode Speedy Gonzalez. Je suis désolée, c'est mon caractère. Donc j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour la papote visage de femme. Sabine dit que le poème était splendide et ça me fait super plaisir. Ça me touche vraiment de partager de la poésie avec vous en ce moment. Je pense que la poésie c'est vraiment quelque chose qui nous relie tous et on peut tous y être sensibles. Voilà, en tout cas merci d'avoir été là, ça m'a fait plaisir de voir vos petits noms apparaître, vos commentaires et tout ça. Et je vous dis à demain matin 9h pour un petit réveil en poésie si vous avez envie. J'ai choisi à nouveau des chouettes poèmes et je suis sûre que Noémie aussi. Et jeudi prochain à 18h, alors pour cette fois-ci un petit apéro littéraire visage de femme. Et voilà, bisous Lucie, je t'embrasse fort. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir participé, c'est vraiment chouette de votre part. Ça fait plaisir. Et voilà, je mettrai la bibliographie en ligne. Et merci Sabine. Et puis voilà, comme ça, si vous avez des idées de lecture, n'hésitez pas à aller sur Lirtuel pour en emprunter. Et voilà, et sinon... attendez la fin du confinement pour revenir à la bibliothèque, les livres seront là. Voilà, plein de gros bisous, salut!